Alors, on va voir le chapitre 7, c'est le chapitre sur le contrôle des micro-organismes. Alors, le plan du chapitre, j'ai mis en rouge les diapositives que je vais commenter dans le diaporama. Donc, ce sont les conditions qui affectent l'efficacité des agents antimicrobiens et aussi les agents physiques. Pour le reste, donc la terminologie, les mécanismes d'action des agents antimicrobiens, c'est à lire. Pour les agents chimiques, vous avez un exercice à faire à la page 69 du cahier des questions formatives. Il y a un petit texte à lire et puis vous avez des questions à compléter. Et la dernière partie, c'est la décontamination en laboratoire. Je pense que vous avez déjà vu une bonne partie de comment on décontamine quand on a un renversement au labo, mais je vous invite à lire quand même cette partie-là. On a différentes conditions qui affectent l'efficacité des agents antimicrobiens. On parle surtout des agents chimiques de décontamination. Premièrement, la concentration initiale en micro-organismes et la durée de l'exposition, la composition de la population microbienne, la concentration de l'agent antimicrobien, la température et le pH et l'environnement local. Alors, la première condition, c'est la concentration initiale en micro-organismes et la durée de l'exposition à l'agent chimique. Il faut savoir que, évidemment, ça prend plus de temps pour détruire une population importante. Exemple, si vous renversez un bouillon de culture, évidemment, il y a énormément de bactéries à l'intérieur. Alors, ça va prendre plus de temps pour décontaminer versus quand vous arrivez au laboratoire et que vous décontaminez votre surface de travail, il y a évidemment moins de bactéries, donc ça prend moins de temps. Alors, je fais référence, vous avez déjà vu que s'il y a un déversement, vous allez appliquer le produit décontaminant, puis on vous a demandé de laisser le contact de minimum 5 minutes pour être certain d'avoir bien décontaminé toutes les bactéries qui sont présentes dans le déversement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la mortalité d'une population bactérienne, ça ne se fait pas de façon instantanée, ça se fait de façon exponentielle. Donc, plus on a de bactéries dans le déversement, plus ça va prendre de temps, on vient de le dire, pour faire la décontamination. Et à partir du moment où on applique le produit chimique, il y a une fraction égale de la population bactérienne qui va être détruite à chaque intervalle de temps. Donc, après 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, etc. On va le voir dans la prochaine diapo, un exemple de décontamination avec un agent chimique comme le Preempt qu'on utilise au laboratoire. Alors, dans le tableau ici, c'est juste pour vous démontrer la décontamination, le taux de mortalité en fait des bactéries en fonction du temps d'exposition à l'agent antimicrobien. Donc, je vais prendre le stylet. Donc, à 0 minute au moment du déversement, si on tient compte qu'on a environ 1 million de bactéries dans le déversement, après 1 minute de temps de contact, on a détruit 90% de la population. Donc, le taux de mortalité, 900 000 bactéries. Il en reste quand même 100 000. Après 2 minutes, on a détruit encore une fois 90% de la population. Donc, on a détruit 90 000 sur le 100 000. Il en reste quand même 10 000. Et après 3 minutes, 9 000 bactéries détruites. Après 4 minutes, 900 bactéries détruites. Et après 5 minutes, on a détruit 90 bactéries sur les 100 qui nous restaient. Alors, c'est acceptable. Il reste 10 bactéries survivantes après 5 minutes de décontamination. Maintenant, la deuxième condition, c'est la composition de la population microbienne. Ça veut dire qu'est-ce qu'on a comme micro-organismes à détruire. Et on sait qu'il y a certaines bactéries ou virus qui sont plus résistants à la décontamination.
Alors, j'ai mis dans le petit carré à gauche, donc différents types de virus ou de bactéries, du plus sensible vers le plus résistant. On commence par les virus enveloppés, ça veut dire les virus qui possèdent une enveloppe. C'est les plus sensibles, donc c'est plus facile de les détruire avec un agent chimique. En deuxième lieu, c'est les bactéries gram-positifs. Ensuite, on a les virus non enveloppés, les bactéries gram-négatifs. La bactérie Mycobacterium, c'est une bactérie qui est assez résistante à la décontamination. Et les champignons, c'est les spores bactériennes. C'est vraiment les bactéries qui sont les plus résistantes à la décontamination. On va penser aux bactéries qui sont capables de sporuler, qu'on a déjà vu, donc les bactéries qui sont capables de faire des spores. On avait vu les bactéries Clostridium et Bacillus. Alors, si on résume, les spores bactériennes, ce sont les formes de bactéries les plus résistantes. On avait vu que c'était les bactéries des genres Clostridium et Bacillus. En deuxième position, ce sont les Mycobacterium qui sont assez résistants. On a parmi les bactéries, les gram-négatifs sont plus résistants que les bactéries gram-positifs. Parmi les virus non enveloppés sont plus résistants que les virus qui possèdent une enveloppe. Donc, c'est vraiment ce que vous devez retenir au niveau de la composition de la population microbienne versus la capacité à les détruire avec des agents chimiques. Donc, la troisième condition, c'est la concentration de l'agent chimique qu'on va utiliser. En général, plus c'est concentré, évidemment, plus c'est efficace. Les fabricants vont quand même évaluer la plus basse concentration qui est encore efficace parce que les agents chimiques, c'est souvent un peu toxique. Donc, on va essayer d'utiliser la plus faible concentration qui est encore efficace. Il y a une exception, c'est au niveau de l'alcool. Donc, l'alcool à 70% est plus efficace que l'alcool à 95 ou à 100% pour la décontamination. Faites attention au laboratoire, on a les deux bouteilles, on a l'alcool à 70% et à 95%. La 95%, c'est utilisé comme détachant au niveau des taches de colorant. Donc, c'est pas utile pour la décontamination. Pour la décontamination, on va favoriser l'alcool à 70%. Alors, on est encore dans l'efficacité des agents antimicrobiens, donc les conditions qui vont affecter cette efficacité-là. Au niveau de la température et du pH, si on augmente la température, on va favoriser l'efficacité d'un agent antimicrobien. Ça, c'est la première chose. Et plus un milieu est acide, plus c'est facile de détruire les micro-organismes présents. Donc, au niveau de la température et du pH, quelques questions, vrai ou faux? Une solution d'hypochlorite de sodium est plus efficace à 35 degrés Celsius qu'à 22 degrés Celsius. Donc, la réponse, c'est vrai. Parce qu'à 35 degrés Celsius, on a une température qui est plus élevée. Donc, l'hypochlorite de sodium est plus efficace. Deuxième question, on peut diminuer la concentration d'un désinfectant si on augmente la température. Encore une fois, c'est vrai. Et vrai ou faux, il est plus facile de stériliser un produit acide, comme du jus de tomate par exemple, qu'un produit alcalin comme le lait. La réponse est vraie. Parce que c'est plus facile de stériliser un produit acide qu'un produit alcalin. Maintenant, l'environnement local,
En fait, la présence de matières organiques comme du sang, comme des sels, du pus sur des équipements, ça va protéger les bactéries, ça va faire une espèce de barrière. Alors, il faut savoir qu'il faut bien nettoyer les équipements avant de les stériliser. Alors, on va voir maintenant les différents procédés physiques qu'on utilise pour détruire les micro-organismes. On a la chaleur, le froid, la filtration et la radiation à voir dans les prochaines diapos. Donc, il existe 3 procédés chimiques qui utilisent la chaleur pour détruire les micro-organismes. Ce sont l'autoclave, le four pasteur et la pasteurisation. On va voir chacun de ces procédés-là dans les prochaines diapos. Donc, le premier procédé, c'est le plus important, c'est l'autoclave. Donc, l'autoclave, ça utilise en fait une chaleur humide sous forme de vapeur sous pression. Et les paramètres qu'on doit obtenir pour le cycle de stérilisation, c'est une température à 121 degrés Celsius avec 15 livres de pression de vapeur à l'intérieur de l'autoclave. Donc, quand on utilise l'autoclave comme procédé physique, ça permet de détruire toute forme de vie microbienne, incluant les spores. Donc, ça inclut aussi tous les virus, les champignons, les parasites, les protozoaires. Donc, tout va être détruit pendant le cycle d'autoclavage. Et l'action de l'autoclave, c'est par une dénaturation des protéines et également des enzymes. Donc, tout ce qui est vivant a plus les capacités de pouvoir se survivre et se reproduire. Alors, certains d'entre vous, peut-être que vous avez déjà vu l'autoclave près des laboratoires, en fait. C'est une grosse enceinte métallique fermée hermétiquement. Donc, vous voyez, on a l'enceinte ici. On a une porte qui va permettre de fermer hermétiquement. Ça ressemble un peu à une marmite sous pression. Alors, on va voir dans la prochaine diapo, c'est quoi vraiment le principe, comment ça fonctionne l'autoclave. Alors, vous avez à droite un schéma qui représente l'autoclave. On va mettre à l'intérieur, je vais aller chercher le stylet. Alors, on va mettre à l'intérieur le matériel à stériliser, bien fermer la porte de façon hermétique. Et en fait, quand on va débuter le cycle d'autoclavage, on a la vapeur qui est libérée à l'intérieur de l'autoclave. Donc, c'est par les flèches bleues qui représentent l'entrée à l'intérieur. Donc, la vapeur va contourner ce qu'on appelle la chemise pour éventuellement entrer à l'intérieur de la chambre de l'autoclave. À mesure que la vapeur va rentrer, on va aussi chasser l'air qui était à l'intérieur. On voit ça ici, c'est exprimé par les flèches en rouge. Et tout le procédé va se poursuivre jusqu'à temps qu'on obtienne une pression de 15 livres et une température à 121 degrés Celsius. Et c'est à ce moment-là que le cycle d'autoclavage va commencer. Donc, la partie pour dire qu'on commence toute l'étape de stérilisation, ça prend un peu de temps parce qu'il faut vraiment attendre d'obtenir la bonne température et la bonne pression à l'intérieur de la chambre. Alors, je vous ai dit précédemment qu'on utilise l'autoclave le plus souvent possible parce que c'est le procédé qui est le plus efficace et ça permet de stériliser tout le matériel qu'on utilise au laboratoire. Donc, ça inclut les tests en tube, également tous les milieux de culture. On l'utilise aussi pour stériliser les déchets biologiques. Alors, il faut stériliser toutes les poubelles avec des sacs orange, soit les tout petites poubelles ou les gros sacs.
faut que ce soit stérilisé avant d'être envoyé à l'extérieur du collège. Donc, de là, l'idée qu'on vous demande de mettre le moins possible de matériel qui est stérile ou qui n'est pas contaminé à l'intérieur des poubelles oranges, parce que ça prend beaucoup de temps pour stériliser ces poubelles-là, ces déchets-là, avant de les envoyer dans l'environnement. Attention, on a des limites. On ne peut pas, en fait, stériliser le matériel qui est thermolabile. Ça veut dire qu'il va être détruit par la chaleur, comme les plastiques, comme le caoutchouc, par exemple. On ne peut pas mettre non plus de matériel métallique qui pourrait rouiller, donc qui pourrait être abîmé par la vapeur d'eau. Et on a des substances thermolabiles, en fait, c'est des solutions qu'on va ajouter à certains milieux de culture, comme des solutions d'urée, comme des solutions de sucre. On va voir un peu plus loin comment on fait pour enlever les bactéries ou stériliser les solutions d'urée ou les solutions de sucre. Il y a des petites choses qu'il faut savoir au niveau de la stérilisation des milieux de culture. C'est important de comprendre ou de savoir que pour les milieux en tube avec un bouchon vissé, il ne faut pas visser les bouchons parce qu'on comprend qu'à 121 degrés Celsius, ça va bouillir et si on ferme les bouchons hermétiquement, ça va exploser dans l'autoclave. Pour les milieux de culture qu'on va stériliser dans des grands contenants comme des ballons par exemple, il ne faut juste pas remplir le contenant, donc on y va aux 2/3 maximum du contenant. Et généralement, pour un volume de 500 ml, ça va nécessiter 18 minutes de temps d'exposition ou de temps de cycle de stérilisation. Et pour chaque 500 ml supplémentaire, on ajoute généralement 3 minutes d'exposition. Donc, une petite question pour savoir si vous avez bien compris le temps d'exposition qu'on vient de voir dans la diapo précédente. Je vous demande, c'est quoi le temps d'exposition pour stériliser un volume de 1,5 litres? Alors, on a vu que pour les 500 premiers ml, c'est 18 minutes. Donc, on a 1,5 litres. On rajoute 3 minutes pour les 500 ml supplémentaires. Alors, vous devriez arriver à un temps de stérilisation de 24 minutes. Alors, quand on utilise l'autoclave, il faut vraiment faire un contrôle de qualité pour vérifier ou pour valider que le cycle de stérilisation a bien fonctionné. Premièrement, on vérifie toujours la température et la pression. Ça, c'est enregistré pendant le cycle. On utilise également deux indicateurs, un indicateur chimique et un indicateur biologique. C'est ce qu'on va voir dans les prochaines diapos. Donc, l'indicateur chimique, c'est vraiment simple. En fait, c'est un ruban adhésif qu'on va coller sur le matériel ou l'équipement à stériliser. Et ce ruban-là va tourner, en fait, on va avoir une apparition de bandes noires quand on atteint une température de 121 degrés Celsius. Donc, quand on va sortir le matériel de l'autoclave, le ruban adhésif devrait avoir tourné, changé de couleur, donc incolore, et ça devient avec des bandes noires comme vous voyez ici. Donc, pour contrôler le bon fonctionnement de notre autoclave, on utilise aussi un indicateur biologique. Alors, ça veut dire qu'on va mettre à l'intérieur de l'autoclave pendant le cycle de stérilisation des spores. On a utilisé les spores, donc qu'est-ce qui est le plus difficile à détruire, de la bactérie Bacillus stérothermophilus. Ça, c'est une bactérie qui est thermophile, donc qui va pousser à de hautes températures, elle est résistante à la chaleur. Et on va la placer dans l'autoclave pendant le cycle de stérilisation.
Donc, par exemple, on va mettre un vial qui contient les spores à l'intérieur des sacs de déchets biologiques, par exemple, pendant les cycles de stérilisation. Et par la suite, on va vérifier si la bactérie, elle est toujours vivante. Si oui, ça veut dire que le cycle n'a pas bien fonctionné. On va voir dans la prochaine diapo plus d'explications sur la méthode de l'indicateur biologique. Alors, on vient de voir qu'on utilise des vials qui contiennent des spores de la bactérie Bacillus aerothermophilus. Après le cycle de stérilisation, ce qu'on va faire, on va mettre la bactérie en culture dans les conditions à 56 degrés Celsius. Si jamais on a une croissance, ça veut dire qu'on n'a pas réussi à détruire la bactérie, donc on a un mauvais fonctionnement de l'autoclave. Si on a un mauvais fonctionnement de l'autoclave, il faut attendre le résultat de la culture avant de libérer les déchets. Parce que si ça n'a pas bien fonctionné, ça veut dire qu'on n'a pas eu une stérilisation adéquate, donc on ne peut pas libérer les déchets dans l'environnement. Alors, je reviens à la référence, pourquoi il ne faut pas surcharger nos déchets biologiques en poubelle avec les sacs orange, parce que c'est long tout le processus avant de pouvoir libérer les déchets dans l'environnement. Alors, je vais vous parler rapidement de la pasteurisation, rapidement parce que on n'utilise pas ce procédé-là à l'hôpital. Donc, c'est un procédé qui est utilisé surtout dans l'industrie alimentaire et ça permet, entre autres, de détruire des agents pathogènes qui seraient présents dans les produits laitiers ou encore d'autres produits alimentaires. Il faut savoir que ça va détruire les pathogènes, mais on n'a pas d'action sur les spores bactériennes. Donc, on ne va pas réussir avec la pasteurisation à détruire les spores bactériennes. Donc, le principe du procédé de la pasteurisation, c'est un chauffage rapide suivi d'un refroidissement rapide. Il y a plusieurs méthodes, mais j'ai retenu, mettons, un chauffage à 72 degrés Celsius pendant 15 secondes, suivi d'un refroidissement rapide à 10 degrés Celsius. Alors, je répète, ça permet de détruire la plupart des pathogènes. Cependant, il va quand même rester certaines bactéries. Donc, ce n'est pas une stérilisation, c'est vraiment en fait, on essaie de détruire le plus possible les bactéries qui seraient pathogènes avec ce procédé-là. Donc, le four Pasteur, c'est le troisième procédé physique qui utilise la chaleur. En fait, on utilise la chaleur sèche, contrairement à l'autoclave où on avait parlé de vapeur d'eau, donc de chaleur humide. Le but, en fait, on utilise le four Pasteur quand on ne peut pas mettre certains matériels dans l'autoclave, comme le matériel, on avait dit, les objets métalliques qui peuvent rouiller, les verreries, comme les pipettes de verre, par exemple, ou encore les poudres et les huiles. On veut atteindre une température de 160 degrés Celsius et le cycle de stérilisation va durer 2 heures. Alors, pour vérifier l'efficacité de la méthode avec le four Pasteur, on va faire également un contrôle de qualité, comme on avait fait avec l'autoclave, mais on va utiliser dans ce cas-ci la bactérie Bacillus subtilis, qu'on va placer dans le four pendant le cycle de stérilisation. Et par la suite, on va mettre la bactérie en culture. Et comme pour l'autoclave, si jamais on a une croissance, ça nous indique un mauvais fonctionnement du four. Dans ce cas-ci, il faut trouver c'est quoi le problème et refaire le cycle de stérilisation. Le prochain procédé physique, c'est l'utilisation du froid. Donc, est-ce qu'on peut détruire les bactéries ou les virus avec un procédé de congélation, par exemple? La réponse est non,
parce que la congélation va provoquer la mort de nombreux micro-organismes, mais pas tous les micro-organismes. Donc, on ne peut pas utiliser ce moyen-là pour détruire les bactéries. Et en plus, il faut savoir que les virus survivent super bien à une température telle que moins 60 degrés Celsius. Donc, la conclusion ici, c'est qu'on ne peut pas utiliser le froid comme méthode de destruction des micro-organismes. Le troisième procédé, c'est la filtration. Alors, on peut filtrer une solution qui pourrait contenir des micro-organismes. Ça permet d'éliminer les micro-organismes qui sont plus gros que les parts du filtre utilisé. Il existe deux procédés. Donc, on peut utiliser soit des filtres millipares ou encore, on va voir le principe des enceintes de biosécurité qui utilisent des filtres super efficaces comme les filtres EPA. Alors, quand est-ce qu'on utilise les filtres millipares? En fait, c'est quand on veut stériliser des produits thermolabiles en solution, donc des solutions d'urée ou encore des solutions de sucre qu'on doit ajouter au milieu de culture. Donc, ces produits-là sont thermolabiles, on ne peut pas les passer à l'autoclave, on va tenter de les stériliser le mieux possible avec le procédé de filtration. Il faut savoir que ce n'est pas une stérilisation complète parce que ça peut laisser passer des petits micro-organismes comme les petites bactéries qu'on a déjà vues, Mycoplasma, ou encore les virus. Donc, l'autre procédé physique qui est basé sur la filtration, c'est le travail à l'intérieur d'une enceinte de biosécurité qu'on appelle aussi la EBS. C'est un genre de cabinet dans lequel on va manipuler les échantillons qui sont potentiellement contaminés. Et la filtration va se faire à l'aide de filtres EPA. Ce sont des filtres qui sont super efficaces et qui vont retenir toutes les particules qui sont supérieures, dont la taille en fait est supérieure à 0,3 micromètres. Donc ça, c'est la majorité de nos bactéries. Les bactéries, en général, ont une taille supérieure à 0,3 micromètres. Alors, quand est-ce qu'on utilise l'enceinte de biosécurité en microbiologie? En fait, tous les spécimens biologiques sont potentiellement infectieux, donc on doit les manipuler à l'intérieur de l'enceinte. Quand je dis les spécimens biologiques, on entend, en fait, on veut dire tout ce qui est prélevé sur un patient, que ce soit spécimens respiratoires, hémoculture, selles, les prélèvements à partir de sécrétions de pus, par exemple. Donc, tout ça, c'est travaillé à l'intérieur des enceintes de biosécurité. Et en fait, ça permet de protéger le technicien pendant les manipulations. Ça permet aussi de protéger les aires environnantes autour de l'enceinte de biosécurité. Donc, ça protège les collègues. Et il faut savoir que c'est super important de travailler les bactéries ou encore les virus. Surtout les bactéries et les virus qui peuvent s'attraper via les voies respiratoires par inhalation. Donc, j'ai mis l'exemple de Mycobacterium tuberculosis. On pourrait aussi ajouter le super coronavirus. Dernière chose, il y a certaines EBS qui protègent également le matériel à l'intérieur de l'enceinte de biosécurité. On va voir dans les prochaines diapos comment ça fonctionne et aussi on va voir les différents types de EBS. Alors, comment ça fonctionne, les enceintes de biosécurité? Je vous fais remarquer premièrement où sont placés les filtres EPA. Donc, on a filtre EPA ici, vers l'entrée à l'intérieur de l'enceinte. Et on a également un filtre EPA à la sortie de l'air à l'extérieur. Alors, on part de la flèche rouge, c'est ici que le travailleur est installé.
Donc, la flèche rouge, c'est l'air extérieur. Ça va rentrer à l'intérieur. Donc, les flèches en jaune, c'est l'air qui est recirculé. Et vous voyez qu'avant de rentrer à l'intérieur de l'enceinte, l'air est filtré. Donc, on peut penser qu'à l'intérieur, comme l'air a été filtré, on peut dire que c'est stérile, donc l'air est stérile. Donc, ça protège le matériel à l'intérieur. Et aussi, l'air est dirigé vers le bas. Donc, c'est comme on appelle ça les flux laminaires. Donc, comme l'air est dirigé vers le bas et vers le fond de l'enceinte de biosécurité, il n'y a pas possibilité de particules qui peuvent sortir à l'extérieur. Donc, ça permet de protéger le travailleur. Éventuellement, si l'air est poussé vers l'extérieur, vous voyez, on passe encore à travers les filtres épars. Donc, l'air qui sort à l'extérieur, on voit la flèche en bleu, donc cet air-là est stérilisé. Donc, ça permet de protéger les aires environnantes et de ne pas avoir non plus de particules infectieuses qui se retrouvent à l'extérieur de l'enceinte de biosécurité. Alors, je vous présente les trois types d'enceintes de biosécurité. Premièrement, le type 1, l'air est filtré à la sortie. Ça veut dire que ça protège le technicien et également la pièce, donc les aires environnantes. Par contre, on n'a pas de protection du spécimen à l'intérieur. Le type numéro 2, c'est le type le plus utile ou le plus utilisé dans les laboratoires de microbiologie. Et parmi le type 2, on a trois sous-types. Donc, on a les types... En fait, je vais vous dire en premier que le type numéro 2, ça protège et le spécimen, et le technicien, et les aires environnantes. Les sous-types, on a le 2A1, 2A2, 2B1 ici. La différence entre chacun des sous-types, c'est que dans certains cas, on ne peut pas utiliser de produits chimiques ou encore on peut utiliser des produits chimiques en petite quantité. Bon, pourquoi j'ai mis en gras le 2B1? C'est parce que c'est le type, en fait, ici, c'est le type de ESB qu'on a au laboratoire de microbiologie au collège. Donc, on a 3 enceintes de biosécurité au collège. Et le dernier type, le 2B2, ben, en fait, ça va servir aussi de hôte chimique, comme vous avez en biochimie, parce qu'on peut utiliser des produits chimiques. Alors, juste retenir que le type 2, on peut travailler ou pas les produits chimiques et que ce que nous possédons au collège, c'est la 2B1 et on peut utiliser des produits chimiques, mais en petite quantité. Le type 3, c'est le plus haut niveau de confinement. Donc, ça, c'est des hôtes qui sont situés dans des pièces à pression négative. Donc, c'est dans ce type de hôtes enceinte de biosécurité où on va travailler les pathogènes super dangereux comme les virus Ebola, par exemple. Il n'y a pas ça ici à Montréal, à ma connaissance. Donc, on a le type 3 au laboratoire de santé publique de Winnipeg. Donc, un petit exercice ici pour voir si vous avez bien compris l'utilité des trois types de ESB. Donc, quel type de ESB devez-vous utiliser en A? En A, c'est si vous repiquez la bactérie Mycobacterium tuberculosis sur un milieu de culture. En fait, on veut protéger le technicien, donc on pourrait utiliser les types 1 et 2. OK? Question numéro B, si on fait une technique, par exemple, la technique qui permet d'isoler les parasites, dans cette technique-là, on doit utiliser un produit chimique volatile comme une solution de formol éther. Dans quel type de ESB on peut travailler? On va choisir la type 2B2 parce qu'on a vu qu'on peut travailler avec des produits chimiques en grande quantité à l'intérieur. Question numéro C. Votre travail consiste à isoler un virus hautement pathogène comme le virus Ebola.
Alors, on vient de le dire, ça nous prend le plus haut niveau de confinement, c'est la ESB de type 3. Et en D, alors vous travaillez, exemple, dans un laboratoire où vous devez isoler de l'ADN qui provient d'une scène de crime. Donc, quel type de ESB vous devez utiliser dans ce cas-ci? Faut protéger le spécimen, hein, parce qu'on ne veut pas contaminer avec de l'ADN qui proviendrait de l'extérieur. Donc, ça prend un type 2. On a vu que le type 1 ne protège pas ne protège pas le matériel à l'intérieur de l'enceinte de biosécurité. Donc, la réponse, c'est le type 2. Alors, on est encore dans les procédés physiques. On peut utiliser aussi les radiations pour détruire les micro-organismes. Donc, la première radiation, c'est les ultraviolets, donc les rayons UV. L'action, c'est directement en fait, ça va abîmer l'ADN des bactéries ou des virus. Donc, c'est très létal. Ça veut dire que ça a un effet assez efficace pour détruire les bactéries, les virus. Le problème, c'est qu'il n'y a pas une bonne pénétration au niveau du matériel. Et en plus, les spores vont résister aux rayons UV. Alors, quand est-ce qu'on utilise les radiations? C'est en fait pour désinfecter des surfaces, comme les surfaces des salles d'opération, par exemple, ou encore à l'intérieur, justement, des ESB qu'on vient de voir. Quand on a fini le travail, on peut allumer le rayonnement UV à l'intérieur pour détruire, en fait, pour un peu stériliser les surfaces à l'intérieur des enceintes de biosécurité. Donc, le deuxième type de radiation qu'on utilise comme procédé physique, c'est les rayons ionisants. En fait, on utilise une substance radioactive comme le cobalt 60. Ça permet encore une fois d'abîmer l'ADN, donc ça permet de détruire les bactéries, les virus. C'est un excellent agent de stérilisation. Il y a une bonne pénétration au niveau des objets et c'est utilisé surtout en industrie pharmaceutique pour stériliser les médicaments, donc des hormones, des antibiotiques, également de l'équipement médical comme des seringues, les fils de suture, etc. Donc, ça termine le diaporama pour le chapitre 7.